Bonjour, le cours d'aujourd'hui c'est l'endocardite infectieuse. Pour l'introduction, l'endocardite infectieuse est une infection rare mais grave, entraîne une mortalité de 20%. Le diagnostic repose sur trois arguments, cliniques, biologiques et l'imagerie, principalement l'écoqueur. Pour les germes, staphylocoque et streptocoque sont responsables de 80% des endocardites infectieuses. Alors le port d'entrée de l'agent infectieux causal doit être recherché et traité. L'identification de l'agent infectieux responsable est cruciale pour le diagnostic et le traitement. On doit faire 3 hémocultures anaérobies doivent être prélevées avant toute antibiothérapie en cas de suspicion d'endocardite. Lorsque le diagnostic d'endocardite est suspecté, une échocardiographe doit être réalisée plus rapidement possible et répétée si la première est négative. Les complications sont essentiellement cérébrales et cardiaques, sont les plus fréquentes et les plus graves. La prise en charge d'un patient atteint d'endocardite infectieuse est hospitalière et doit faire intervenir une équipe multidisciplinaire expérimentée. Le traitement par une antibiothérapie parentérale est prolongé plus ou moins chirurgie valvulaire. Donc, pour les indications dans l'antibioprophylaxie dans l'endocardite infectieuse, sont restreintes aux procédures dentaires invasives et pour un patient porteur d'une prothèse valvulaire. C'est surtout pour un geste invasif et chez un patient à une cardiopathie à haut risque. Pour la définition, l'endocardite infectieuse est une infection d'une ou plusieurs valves cardiaques, soit natives, soit prothétiques, le plus souvent par une bactérie, plus rarement par un champignon. Donc l'agent infectieux gagnant la circulation sanguine via une porte d'entrée qu'il convient de rechercher et de traiter. Donc pour des agents infectieux classés selon le port d'entrée, pour Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulase négatif, le port d'entrée soit cutané, soit un matériel endovasculaire, soit un toxicomanie intraveineuse. Pour Staphylococcus aureus, c'est bien sûr la bucco-denteur. Staphylococcus c'est Galolytica ou bien Streptococcus D. C'est pour digestif ou bien cancer polype ou polype colique. Pour les entérocoques et surtout le port d'entrée digestif ou bien urinaire, la bactérie de ASEC, c'est le port d'entrée bucco-dentaire et pour le candidat, c'est un matériel endovasculaire ou bien toxicomanie intraveineuse. On passe à la physiopathologie. Donc l'endocardite, c'est une inflammation de l'endocarde, le plus souvent d'origine infectieuse, mais peut être inflammatoire ou bien néoplasique. L'inflammation de l'endocarde est secondaire à des turbulences de flux sanguin au niveau valvulaire. Ces turbulences surviennent en cas de valvulopathie congénitale ou bien valvulopathie acquise ou bien dégénérescence valvulaire liée à l'âge ou bien un matériel intracardiaque. Donc, à l'occasion d'une bactérémie, les bactéries adhérant à l'endocarde lisées et s'y multipliant. Les valves du cœur gauche, valves aortiques ou bien mitrales, sont plus souvent touchées de 90% que les valves du cœur droite. Alors, certains agents infectieux sont capables de causer l'endocardite. Ils doivent notamment être équipés de facteurs d'adhésion à l'endocarde lysée. C'est le cas de coccigram positif, mais pas les entérobactéries qui ne sont que très exceptionnellement responsables d'endocardite infectieuse. Donc, la greffe bactérienne au niveau de l'endocarde a pour conséquence de développer des lésions infectieuses, c'est-à-dire les végétations. Les lésions évolutives constituent un amas de fibrines, des plaquettes et les agents infectieux. Alors, ces lésions susceptibles d'emboliser dans la circulation sanguine et entraînent des foyers infectieux à distance ou d'un accident ischémique. Les lésions de destruction valvulaire ou bien NAPS qui d'origine le risque d'insuffisance cardiaque. Donc la greffe endocarditique
est favorisé par des valvulopathies sous-jacentes et le risque varie en fonction de type de valvulopathie. Donc 40% d'endocardite survient sans notion de valvulopathie préexistée. Donc c'est pas toujours sur une valvulopathie. Donc les localisations de l'embole selon l'atteinte valvulaire, soit atteinte aortique ou bien mitrale, c'est-à-dire de cœur gauche, il va faire des embolies cérébrales ou bien parfois extracérébrales, c'est-à-dire la rate, le rein, le foie, l'appareil locomoteur. Et pour l'atteinte tricuspidien, c'est-à-dire le cœur droite, il va entraîner des localisations pulmonaires, entraîne des emboles pulmonaires. Ici, on a déjà dit que le risque est varié en fonction de valvulopathie. Donc, on a des cardiopathies à haut risque de faire une endocardite, 103, soit prothèse valvulaire, ou bien cardiopathie congénitale cyanogène avec une chaîne persistante et dérivation chirurgicale. Et dernièrement, sont des antécédents d'endocardite infectieuse. Pour les cardiopathies à risque moins élevé sont les valvulopathies, le prolapsus de la valve mitrale, bicuspide aortique, cardiopathie congénitale non cyanogène et les cardiomyopathies hypertrophiques obstructives. Donc ici, on a la répartition des agents infectieux selon la fréquence. Pour Staphylococcus aureus, 30%, puis le streptocoque aureus, 20%, streptocoque T, 13%, puis les entérocoques, Staphylococcus coagulase négative, puis le groupe TASEC, Coxsackie, Bartonella, et pour les hémocultures négatives, présente que 5 à 10%. Le diagnostic positif. Le diagnostic positif est évoqué sur l'association de fièvre et un souffle cardiaque. Le souffle cardiaque soit un nouveau souffle cardiaque ou bien modifié. Ou bien un tableau d'infection multifocale avec la mise en évidence d'un agent infectieux et confirmé par l'anomalie intracardiaque. Donc, toute fièvre inexpliquée chez un patient ayant une valvulopathie est une endocardite infectieuse jusqu'à preuve de contraire. Pour les arguments cliniques, comme on a déjà dit que le diagnostic positif est basé sur des arguments cliniques, des arguments biologiques et des arguments radiologiques. On commence par les arguments cliniques. Les arguments cliniques, l'endocardite infectieuse est une maladie systémique, donc elle a une présentation très polymorphe. Pour les formes typiques sont l'association des signes généraux, c'est-à-dire fièvre plus altération de l'état général, et des signes cardiaques, l'apparition, modification d'un souffle cardiaque et des signes extracardiaques. Les signes extracardiaques, on a par exemple des signes cutanés comme le purpura, le Fontana d'Osler, l'érythème de Janeway. On a des signes ophtalmiques comme les taches de Roth. On a aussi des signes articulaires, les signes rénaux immaturés, protunérés, des signes neurologiques. C'est ça, on doit associer des signes généraux, des signes cardiaques, des signes extracardiaques. Ça, c'est la forme typique. Pour les formes trompeuses, elle peut être une fièvre nue, elle peut être arthralgie fébrile, lombalgie fébrile, AVC fébrile. On doit évoquer l'endocardite. Ça pour les arguments cliniques. On passe maintenant à des arguments microbiologiques. Donc l'hémoculture. L'hémoculture, c'est l'examen fondamental pour identification de l'agent infectieux et pour cibler aussi l'antibiothérapie. Donc ici, elle subit des règles. Premièrement, la quantité de sang en mise en culture, le volume optimal est entre 40 à 60 ml chez l'adulte. Et on doit faire au moins 3 hémocultures espacées de moins 1 heure pour une culture aéro-anaérobie. C'est ça. Et toujours avant l'antibiothérapie. Et maintenant, en cas d'hémoculture négative, si une antibiothérapie préalable, on doit interrompre l'antibiotique pendant 62 heures, c'est-à-dire on va faire une fenêtre thérapeutique et on pratique les hémocultures.
D'accord? Si en absence d'antibiothérapie préalable, on va penser soit pour les germes à développement intracellulaire comme Coxella burnetii, Bartonella, Brucella, Treponema de Whipple, et soit à des gènes qui nécessitent un milieu de culture prolongé comme Streptocoque D ou bien groupe de A5. Donc, en cas de chirurgie valvulaire, bien sûr, il faut adresser la totalité de prélèvements au laboratoire pour la mise en culture microbiologique et voir une étude histologique et aussi peut-être une recherche d'ADN bactérienne ou bien fongique par un PCR. Maintenant, on passe à la dernière étape, c'est les arguments radiologiques. Les arguments radiologiques, principalement l'échographie, elle permet d'affirmer le diagnostic d'endocardite. Elle montre les végétations, les abcès, les perforations, les désinsertions d'une prothèse. L'échographie transthoracique, c'est l'examen de première intention parce qu'il est rapide et non invasif. Euh, pour l'échographie transœsophagienne, elle est fréquemment indiquée parce qu'elle a une meilleure sensibilité par rapport à transthoracique. C'est de 90% alors que transthoracique, c'est 70%. Donc, notez bien que une échographie normale n'élimine pas le diagnostic. Les lésions à rechercher sont les végétations, les perforations valvulaires, les abcès périvalvulaires ou bien les abcès septales et des insertions prothétiques récentes. Donc, après, on avait des éléments cliniques et des éléments biologiques et des éléments radiologiques. Tout va assembler dans les critères de Duke. C'est les critères nécessitent pour poser le diagnostic d'endocardite infectieuse. Donc, on a des critères majeurs et des critères mineurs. Pour les critères majeurs, sont soit par des hémocultures, soit par la radiologie. Pour l'hémoculture, soit des micro-organismes typiques de l'endocardite, isolés au moins d'un 2 hémoculture, soit hémoculture positive de façon persistée, 12 heures d'intervalle, et dernièrement hémoculture positive à Coxella burnetii. Pour l'image radiologique, à l'échographie, on trouve des végétations, la abcès ou bien des insertions prothétiques. Donc, pour les critères mineurs, sont la prédisposition d'un cardiopathie, fièvre, supérieure à 38, complications vasculaires, des complications immunologiques, glomérulonéphritite immaturée, bien proteinurée sont des critères mineurs. Les faux panaridos, les taches de Roth, donc le facteur hématoïde aussi, n'oubliez pas ça. Donc, pour poser le diagnostic de l'endocardite certaine, il me faut deux critères majeurs et trois mineurs, ou bien deux critères majeurs, ou bien un critère majeur plus trois mineurs, ou bien cinq critères mineurs. Pour endocardite possible, un critère majeur plus deux mineurs, ou bien trois critères mineurs. Endocardite infectieuse exclue, soit on trouve un diagnostic différentiel, soit absence de lésion histologique à troisième jour, soit disparition de manifestations telles que la fièvre dans 4 jours d'antibiothérapie. Maintenant, on passe à des complications. On a dit que les végétations sont responsables des emboles septiques. Les emboles septiques ont des localisations selon, par exemple, si on a le cœur gauche va localiser essentiellement cérébral et pour le cœur droit va localiser pulmonaire. Pour localisation cérébrale, on a des manifestations telles que la viscélalite, les convulsions fébriles. Alors, on doit évoquer tout un signe neurologique fébrile doit évoquer le diagnostic d'endocardite infectieuse et conduire à l'auscultation cardiaque et à la réalisation d'une hémoculture. Alors pour les localisations extracérébrales, soit la rate, le foie entraîne des abcès, soit spondylodicite, soit arthrite, soit des anévrismes infectieux. L'anévrisme mycotique est très caractéristique. Et pour le cœur droit, il va faire des localisations pulmonaires, des emboles pulmonaires. Pour les manifestations immunologiques, on a déjà dit que les végétations responsables des emboles
est responsable des manifestations immunologiques liées à du complexe immune qui peuvent se déposer et entraîner des lésions vasculaires. Des manifestations cliniques en purpura vasculaire, le Fontanari d'Osler sont des nodosités douloureuses fugaces siègent à la bulbe de doigt et des orteils. N'oubliez pas les orteils. Et les érythèmes palmoplantaires de Janeway. Les manifestations biologiques glomérulonéphrite, soit proteinurie, hématurie, insuffisance rénale, consommation de compléments, cryoglobuline et le facteur hématoïde. Ça, ici, on a les nodosités d'Osler. On a le érythème palmoplantaire de Janeway. Et ici, au fond d'œil, on a les taches de Rod. Les taches de Rod sont des hémorragies avec des exudats blanchâtres. On a aussi des complications cardiaques. On a déjà parlé, les insuffisances cardiaques, insuffisance coronarienne ou bien troubles de conduction sont dépistées lors d'un ECG. Aussi les complications infectieuses, on a déjà parlé des artérites spondyloticites, les abcès, etc. Pour le traitement, le chapitre de traitement est très détaillé. Alors, et en fonction de germes trouvés, donc si Staphylococcus aureus sensible à la bêta-lactamine, on donne péniam l'oxacycline. Et si allergie, on donne la glycopeptide, la vancomycine. Streptocoque aureus, Amox ou bien ceftriaxone plus ou moins magenta. Si allergie, toujours le glycopeptide. Streptocoque galolytique, Amox ou bien ceftriaxone plus ou moins magenta. Si allergie, glycopeptide. Les entérocoques, amoxicilline en IV plus la gentamicine en IV ou bien l'amoxicilline plus la ceftriaxone. Pour entérocoque fécalis, notez bien que les entérocoques ont des résistances naturelles à C3G. Donc, il vaut mieux faire de l'amoxicilline. En cas d'allergie, on donne les glycopeptides. Et la durée de traitement, c'est entre 4 à 6 semaines. Pour les germes qui ont des hémocultures négatives comme Coxella burnetii, on donne la doxy+, l'hydroxychloroquine pour une durée variable. Si on a des valves natives 18 mois, c'est valves prothétiques 24 mois. Pour Bruxelles, on donne trithérapie à base de doxy, cotrimoxazole, la rifampicine pour une durée de 3 mois. On a aussi le treponema de Whipple, la doxy plus l'hydroxychloroquine pendant 12 mois. Bartonella, c'est la doxy aussi, plus la genta pendant 6 semaines, ou genta 3 semaines, c'est tout. Parfois, on doit passer à la chirurgie si on a insuffisance cardiaque ou AP, si on a infection non maîtrisée, si on a... parfois, on fait la chirurgie pour prévenir les risques d'embolie. Donc la chirurgie est selon le risque et parfois elle était urgente, parfois reportée dans une semaine, parfois programmée. C'est ça, pour la surveillance, on doit surveiller la fièvre, le foyer infectieux. N'oubliez pas les anticoagulants. Les anticoagulants, si on a des emboles septiques. Pour le chapitre de prévention, la prévention est surtout indiquée pour les patients à haut risque et subissant une procédure à haut risque. On a déjà parlé que les patients à risque sont les qui ont une prothèse valvulaire ou bien antécédent d'endocardite ou bien les cardiopathies congénitales cyanogènes. Et les procédures à haut risque, c'est pour les soins dentaires, pas tous les soins dentaires. Les soins dentaires qui entraînent une manipulation de la gencive, bien effraction de la muqueuse. Ok? Pour les autres procédures des voies aériennes ou bien de tubes digestifs, l'antibioprophylaxie n'est pas recommandée. Alors l'antibioprophylaxie est base de l'amoxicilline, dose unique, 1 heure ou bien 2 heures avant le geste. L'amoxicilline. L'alternative, c'est la clindamycine. C'est tout. Et merci.